l'invité de la matinale. KTO Radio. On s'intéresse ce matin au dessinateur belge de bande dessinée Hergé et en particulier au 5e album des aventures de Tintin que vous connaissez peut-être, le Lotus Bleu. Alors, saviez-vous que derrière la conception de cet album mythique se cache en réalité un réseau de religieux bénédictins et une belle histoire entre Hergé et un artiste chinois. Alors pour en parler et parler de cette histoire méconnue, je vous propose de recevoir l'un des meilleurs connaisseurs de la vie et de l'œuvre de Hergé, Dominique Maric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Alors vous êtes notamment membre de la Fondation Hergé. Dominique Maric, pour nous rafraîchir la mémoire, rappelez-nous en quelques mots l'histoire du Lotus Bleu. En fait, voilà, au début du printemps 1934, Hergé termine une histoire qui s'appelle Tintin en Orient. C'est en fait la première partie sur les cigares du pharaon. Et très vite, évidemment, il projette une suite à cet album. Et la suite doit amener son héros Tintin en Extrême-Orient. Donc au début, je dirais que dans la version noir et blanc, l'album s'appelait Tintin en Extrême-Orient. Et puis on a ajouté le titre définitif, le Lotus Bleu. Et donc voilà, c'est un petit peu une histoire en deux volets. Donc les cigares du pharaon dans un premier temps et le Lotus Bleu dans un deuxième, mais il est clair que le Lotus Bleu va être un album hors norme pour toute une série de raisons qu'on va essayer de développer un petit peu ici. C'est une histoire extraordinaire et qui est liée à une amitié entre le jeune dessinateur belge Hergé et je dirais quelqu'un de son âge, puisqu'ils sont nés tous les deux en 1907, c'est-à-dire Chang Chongzhen, artiste venu en Belgique, donc à l'époque de l'élaboration du Lotus Bleu. Donc dans le Lotus Bleu, il y a le personnage principal, Chang, grand ami de Tintin, et qui a existé dans la vraie vie, effectivement, vous le dites, il s'appelle Chang Chongzhen. C'est un ami de Hergé, un artiste chinois. Dites-nous en plus sur Chang Chongzhen. Chang est né à Shanghai. Il a été en grande partie formé et instruit par les missionnaires donc, qui étaient sur place et qui lui ont permis d'accéder très vite à une bonne pratique de la langue française et aussi à l'art, qu'il soit religieux ou autre. Et donc voilà, il arrive en Belgique, nanti d'une bourse qui va lui permettre de continuer des études et donc notamment de s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où là, il va dans un premier temps apprendre la peinture et puis très vite s'orienter également vers la sculpture où il sera évidemment, il deviendra assez vite un artiste renommé. Le gros avantage donc c'est qu'il parle le français, qu'il est de la même confession religieuse qu'Hergé et qu'il a une sensibilité artistique et qu'il vient évidemment de très loin et à l'époque c'était pas courant qu'on rencontre des gens venant d'aussi loin et qu'on puisse communiquer aussi facilement avec eux dans la mesure où ils parlaient le français également. Et en quoi Chang Chongzhen a aidé Hergé pour dessiner cette bande dessinée ? Je crois que donc Hergé était déjà, et on le verra par la suite dans l'interview, sensibilisé aux problèmes des Chinois face notamment à l'invasion japonaise et à l'agression terrible que ça représentait. Et il voulait évidemment, c'est sous le conseil de certains abbés, de certains curés, il voulait évidemment que cette histoire soit la plus plausible possible et ne choque pas justement les étudiants chinois qui étaient en Belgique et qui étaient notamment dans des foyers organisés par l'Église catholique en Belgique. Donc voilà, il fallait absolument qu'il rencontre un témoin direct, en l'occurrence ce sera Chang, qui lui permette de faire un album très documenté, le premier, je dirais, du genre par rapport à ce qu'il a produit auparavant, où là, il y a le choc de deux civilisations, l'Orient et l'Occident, il y a le choc de deux cultures, il y a deux artistes jeunes et talentueux qui se rencontrent, et c'est ce qui fait évidemment du Lotus Bleu un album unique dans la production d'Hergé. Et je pense que c'est ici, dans cette rencontre entre Hergé et Chang, qu'arrive l'intrigue dont on parlait en début d'interview, ce fameux réseau de religieux bénédictins. Alors, comment Hergé a-t-il rencontré cette personne qui deviendra son ami Chang ? Il est vrai qu'Hergé évolue dans le milieu catholique depuis sa tendre enfance. Il est au scout catholique, etc. Et déjà un peu plus âgé, disons dans l'adolescence, il rencontre Dom Edouard Neude, qui était donc à la tête de l'abbaye Saint-André, donc
un bénédictin qui se trouvait donc dans cette abbaye à Bruges et, euh, et qui va être un peu son directeur de conscience de manière plus générale. Et par ailleurs, dans la même abbaye se trouvait également un moine d'origine chinoise qui s'appelait donc Lu Zhenxiang et qui lui, évidemment, avait une connaissance absolue de la Chine et de toute l'actualité du moment, puisqu'il avait été même haut diplomate dans son pays d'origine. Donc voilà, il y a une sorte de conjugaison d'éléments qui font que, d'une part, il y a déjà une amitié entre Don Edward Neuth et Hergé lui-même, et puis par la suite, évidemment, il y a d'autres rencontres qu'il va faire. Léon Gosset, qui s'occupe notamment, l'abbé Léon Gosset, qui s'occupe de l'aumônerie des étudiants chinois de Louvain, et d'autres personnes également. Donc voilà, il y a une série de ce qu'on pourrait appeler la providence qui va faire en sorte que tout ça va se mettre en route de manière assez spontanée et va permettre effectivement à Hergé de rencontrer ce jeune Chang qui faisait partie justement des étudiants qui étaient dans ce regroupement des missions chinoises, on va dire. Notamment à l'abbaye Saint-André. Parlez-nous un peu du rôle de ce réseau de religieux en Belgique. À quoi servait-il? Car, bon, on peut le dire, hein, c'est assez étonnant, vous l'avez dit, à cette époque, de constater en tout cas des liens forts entre des religieux belges et des religieux chinois, des catholiques en Chine. C'est assez étonnant. Oui, mais il faut dire que les missions en Belgique, comme en France d'ailleurs, et dans d'autres pays, ont eu des rôles très importants, évidemment, par rapport à toute une série de pays lointains qu'il fallait évangéliser, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Inde et bien sûr en Chine. Et alors, effectivement, il y a eu assez vite des missionnaires belges qui se sont retrouvés là-bas, notamment, je dirais, sous le couvert du cardinal Mercier et également d'un homme très important dans cette histoire, c'est Vincent Leib qui était vraiment tout au début du XXe siècle un des premiers pionniers avec une vision tout à fait révolutionnaire, on va presque dire pour l'époque, c'est-à-dire qu'il voulait très vite que les futurs convertis soient eux-mêmes un peu acteurs de leur propre religion et donc quelque part, la Belgique était un peu précurseur dans le sens qu'il voulait que sur place, les abbés, enfin tous les membres du clergé nouvellement formés soient réellement représentatifs de leur pays, que ce ne soient pas des chrétiens colonisés en quelque sorte. Et donc voilà, il y a un rôle vraiment, il y a un respect très grand, je crois, de toute une série de Chinois par rapport aux missionnaires belges, parce que les Belges étaient peut-être plus ouverts et plus avant-gardistes que les Français à la même époque, par exemple en Chine. Donc tout ça a joué un rôle très important. Et de Vincent Leib, on est passé à l'abbé André Bolland et puis l'abbé Léon Gosset, qui eux donc seront un peu, je dirais, les successeurs de tout ce qui concerne l'accueil des étudiants chinois en Belgique. Et tous ces gens, évidemment, Hergé va les rencontrer. Et c'est là, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à une rencontre que j'ai faite avec une journaliste qui travaille donc pour la revue La Vie en France, Marie-Lucille Kubaki, elle a pu mener des recherches encore beaucoup plus poussées et nous amener, nous, Fondation Hergé, à découvrir des choses totalement inédites par rapport à cette histoire. Justement, parlez-nous de cette enquête, car moi j'ai découvert cette histoire effectivement par l'intermédiaire de cette enquête publiée le 24 juillet dernier dans le magazine La Vie, réalisée par Marie-Lucille Kubaki. Qu'avez-vous appris de cette enquête ? Comme on dit, nul n'est jamais prophète en son pays, parce que je dirais que même si je fais partie des gens qui connaissent plutôt bien l'œuvre, la vie d'Hergé et la vie de Chang, ici je découvre, aux surprises, que l'album, si vous voulez, du Lotus Bleu, la jeunesse commence en 1934 avec l'aide de Chang, mais bien avant ça, 2 ans plus tôt, Hergé avait déjà correspondu avec l'abbé André Bolland, qui lui était évidemment très investi dans tout ce qui concerne la Chine, qui avait rencontré notamment le propre grand-père de Chang, qui était lui-même prêtre jésuite en Chine. Et donc voilà, tout ça va faire en sorte que bien avant que les meilleurs tintinophiles et tintinologues du monde avaient, je dirais,
retracer cette chronologie, eh bien, il se fait que grâce donc à Marie-Lucille Kubaki du journal La Vie, de la revue La Vie, on a retrouvé que déjà en 1932, il y avait eu des échanges de courriers entre Hergé et cet abbé Bolland et qui montraient qu'il y avait déjà une sensibilisation chez Hergé aux problèmes que vivaient les Chinois, et cet abbé donc était déjà en quelque sorte assez proche d'Hergé. Oui. Dominique Maric, un mot sur la foi et la vie chrétienne d'Hergé. Quel lien justement Hergé avait avec la foi chrétienne ? Écoutez, il a été élevé dans le milieu catholique et donc pratiquant. Il était au Boy Scout de Belgique, qui était évidemment lié à cette foi. Il y a bien sûr dans le scoutisme toute une série de principes et je dirais presque de credos qui étaient liés évidemment à cette foi. Et donc, il va notamment, bien avant de dessiner Tintin, puisque Tintin c'est en 1929, il va très vite se retrouver dans la presse catholique de Belgique. Et bonne nouvelle pour lui, qui est un jeune adolescent, ses dessins vont déjà être publiés dans ces revues catholiques et ça va lui permettre évidemment de rencontrer toute une série de personnes, dont l'abbé Wallet, qui à la fin des années 20 est directeur du journal Le XXe siècle. Et donc, c'est cet abbé Wallet qui sera en quelque sorte son mentor et va lui permettre de continuer à évoluer dans ce milieu. Alors par la suite, eh bien, c'est ce que moi j'appelle familièrement l'international des abbés, parce que toute une série de revues destinées à la jeunesse à l'époque, ça faisait partie du réseau catholique européen. Donc, il publie dans le Petit 20e, qui est le supplément du journal Le XXe siècle, mais il va publier très vite également dans Cœur Vaillant, dirigé par des abbés également en France. Il va publier dans l'Écho illustré en Suisse, également donc sous la direction de religieux. Et un peu plus tard, je crois en 1936, il va publier dans O Papagaio, qui était une revue également destinée aux jeunes. Et là, on est au Portugal. Donc, vous voyez, déjà une notoriété européenne assez importante. On connaît déjà bien Hergé dans tous ces pays, et c'est grâce à ces réseaux. Bon, maintenant, à titre personnel, Hergé, qui est quelqu'un qui a eu soif de connaître et qui se pose évidemment des questions comme tout le monde, sur toute une série de questions existentielles, a eu plusieurs mentors, comme je le disais tout à l'heure, qui l'ont aidé, qui l'ont guidé dans ses choix, dans sa spiritualité, dans ses relations avec les gens, etc., dont l'abbé Wallet, qui fut le premier, mais il y en a eu bien d'autres. Je dirais que pendant toute une partie de sa vie, son parcours était jalonné par des rencontres avec des religieux, qui étaient souvent des gens qui avaient une forte personnalité, beaucoup de culture, et qui ont évidemment aidé Hergé aussi à tracer son chemin. Vous avez parlé des rencontres importantes pour Hergé. La rencontre avec Cheng Jung-jen en était une. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour conclure, comment s'est poursuivie leur relation après la publication du Lotus Bleu ? Voilà, donc il y a une relation très forte. Malheureusement, Chang, son pays est en pleine évolution. Donc en 1935, il retourne en Chine. Mais grâce à tout cet environnement catholique qui lui a permis de créer ce Lotus Bleu, qui était un album fabuleux, il veut rester en contact avec Chang, mais Chang va être pris un peu dans la tourmente, et puis la guerre va arriver, ils vont se perdre de vue, et c'est un petit peu, c'est bien plus tard, 40 ans plus tard, que, un peu par hasard, entre guillemets, Hergé faisant perpétuellement des recherches à propos de son ami, va tomber sur quelqu'un qui connaît effectivement le Chang, en disant ben oui, il vit toujours, il habite Shanghai, etc. Et c'est en 81, 2 ans avant la disparition d'Hergé, que ces deux vieux amis vont se retrouver. Et n'oublions pas qu'avant ça, dans les années 60, on retrouve le personnage de fiction Chang dans l'album Tintin au Tibet. Là, il y a aussi une quête spirituelle, il y a une quête d'amitié, il y a quelque chose d'extraordinaire entre la réalité et la fiction de cette amitié. Et donc, c'est pour vous dire à quel point Hergé a fait beaucoup de rencontres, mais celle-là était vraiment déterminante, ce qui fait du Lotus Bleu un chef-d'œuvre graphique absolu. Merci Dominique Maric pour toutes ces histoires, ces anecdotes sur Hergé. Et je me permets d'indiquer à nos auditeurs votre livre, notamment sur l'histoire de Chang Chong-jen, artiste voyageur, publié aux éditions Moulinsart-Casterman, qui revient justement sur cette relation entre Hergé et Chang. Donc j'invite également les auditeurs à lire le livre, et s'ils sont de passage en Belgique, à proximité de Bruxelles, à aller faire un tour évidemment au musée Hergé. Merci à vous Dominique Maric d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.